Le Conseil des ministres se prononce sur l'avenir de l'ORTF. C'est M. Chirac, le chef du gouvernement, qui va annoncer lui-même tout à l'heure les grandes lignes de la réforme. Le président Nixon et M. Brejnev ont signé ce matin à Moscou un accord qui n'est pas triomphal. Le principal objectif, l'accélération du désarmement nucléaire, n'a pas été atteint. Hollande-Brésil et Allemagne de l'Ouest-Pologne. De ces deux matchs à suivre en direct aujourd'hui sur la première chaîne, sortira la finale de la Coupe du Monde de football. Et puis une constatation un peu amère, surtout pour les estivants. Le ciel est nuageux, parfois pluvieux sur tout le pays, sauf au bord de la Méditerranée, où le soleil est très chaud. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le jeu des devinettes à propos de la télé, c'est terminé, ou presque. Encore quelques minutes de patience. On en a lu et entendu des hypothèses au cours des semaines passées, éclatement du monopole, privatisation de la première chaîne, de la deuxième ou de la troisième, grande décentralisation, j'en passe et j'en oublie certainement. Bref, personne jusqu'à ce jour ne pouvait affirmer qu'il détenait la vérité. Son interlocuteur avait toujours de bonnes raisons et de bons arguments pour lui certifier le contraire. Voilà donc arrivé le moment de sortir du domaine des spéculations. Le docteur Conseil des ministres s'est penché ce matin sur le malade ORTF et il a décidé de lui appliquer un traitement. C'est M. Chirac, le chef du gouvernement, je vous le disais dans le titre, qui va annoncer à la presse l'essentiel de la réforme. On attend le début de sa conférence de presse d'une minute à l'autre. François Bonnemain est sur place. Où en est-on? Eh bien, le Premier ministre vient d'arriver en compagnie de M. Rossi, le porte-parole du gouvernement, et je crois qu'il va prendre la parole dans quelques instants. Bien. Bien, mesdames et messieurs, j'ai tenu à venir avec le secrétaire d'État dès la sortie du Conseil des ministres pour vous parler un peu de la réforme de la radiodiffusion et de la télévision nationale. Vous savez en effet que le Conseil des ministres a examiné la situation ce matin du service public de la radiodiffusion et de la télévision et, comme beaucoup d'observateurs, il a constaté que cette situation se caractérisait par l'absence complète de responsabilité au sein d'un organisme manifestement mal structuré et mal organisé, en raison notamment de l'absence totale de concurrence ou de compétition pour assumer les fonctions essentielles dans la nation qui sont les siennes. Il ne s'agissait pas du tout pour le Conseil des ministres d'examiner ou de définir des objectifs dans cette affaire en fonction des difficultés immédiates ou des problèmes techniques, voire même financiers que nous connaissons actuellement. Il s'agissait en réalité d'organiser la télévision et la radio telle que nous la souhaitons, telle qu'elle doit être dans 10 ans, dans 15 ans, c'est-à-dire en fait faire la radio et la télévision des années 80 à la mesure des exigences de culture et de liberté qui sont les nôtres et en tenant compte, bien entendu, de l'évolution prévisible des techniques en la matière. Cette organisation, le président de la République l'a très clairement souligné, doit donc reposer sur la compétition entre des unités autonomes et qui soient entièrement responsables. Elle doit évidemment exclure tout gaspillage, ce qui implique des structures allégées et modernisées, et les rapports entre l'État et les nouvelles unités autonomes devraient se limiter en fait à la désignation des dirigeants et à la mise au point des cahiers des charges définissant les exigences culturelles en matière de programme. C'est donc, si vous voulez, par l'introduction de la responsabilité et de la concurrence que le gouvernement a voulu appréhender ce problème difficile qui est celui de l'adaptation de notre télévision et de notre radiodiffusion aux exigences, bien sûr, d'aujourd'hui, mais surtout aux exigences que l'on peut imaginer être celles des années 80 ou 90. Alors, cette réorganisation aurait naturellement pu être recherchée dans la voie de la privatisation, c'est-à-dire par le transfert
à des capitaux privés de tout ou partie de la production de la radio-télévision, ou même par la création de telle ou telle société d'économie mixte. Le gouvernement n'a pas cru devoir retenir, pour un certain nombre de raisons que vous pouvez facilement imaginer, une telle solution, qui ne lui a pas paru correspondre au problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Et par conséquent, il a voulu donner à ce service public une nouvelle chance. Cette nouvelle chance, nous la rechercherons en réorganisant le service public sur la base d'une concurrence complète entre entités entièrement autonomes et responsables. Autonomie, responsabilité, concurrence. Dans le cadre du service public, cela impliquait bien entendu un nouveau statut de la radio-télévision. Et par voie de conséquence, une appréciation législative de ce statut. Car en effet, la loi de 1972, telle qu'elle a été votée par le Parlement, ne permettait pas de régler l'ensemble des problèmes tels que nous souhaitions les régler. C'est la raison pour laquelle un projet de loi sera dans ce domaine élaboré. Ce projet de loi prévoira tout d'abord que l'office centralisé de radiodiffusion et de télévision, tel qu'il existe aujourd'hui, est purement et simplement supprimé. Le service technique de la diffusion sera confié à un établissement public d'État doté d'un statut approprié compte tenu du caractère purement technique de la mission qui est le sien. Une société nationale indépendante sera chargée de la radiodiffusion, qui a des problèmes propres, des problèmes spécifiques, et qui par conséquent doit pouvoir les assumer au sein d'une organisation totalement autonome, qui sera une société nationale. Dans le même esprit, chacune des 3 chaînes de télévision sera confiée à une société nationale de programmation entièrement indépendante et en compétition, par définition, avec les 2 autres. Et les moyens légers de production de l'ORTF seront affectés à chacune de ces 3 chaînes, chacune des chaînes ayant l'ensemble des moyens d'existence qui lui sont nécessaires pour se développer. Les moyens de production lourds auxquels on pense immédiatement de l'Office seront confiés à une société de production, qui sera une société à capitaux publics, placée dans le régime de droit commun et qui pourra ainsi entrer en compétition avec l'ensemble des sociétés françaises ou étrangères qui sont chargées, ou qui ont la même vocation, celle de la production. En ce qui concerne l'actuelle 3e chaîne de télévision, il a été décidé d'y apporter une certaine novation dans son développement. En effet, la 3e chaîne de télévision aura 2 vocations. Une vocation régionale, qui est déjà la sienne, et qui doit se développer, c'est conforme à la nécessité de développer la régionalisation et la vie dans l'ensemble de nos régions, mais elle aura aussi une vocation nationale qui s'exercera dans 2 voies. La première concernera le cinéma, la 3e chaîne sera la chaîne du cinéma, c'est-à-dire qu'elle assurera la diffusion de films dans des conditions favorisant le développement de la production cinématographique, ce qui est très important pour l'avenir. Et deuxièmement, la 3e chaîne sera également la chaîne de la libre parole, c'est-à-dire la chaîne de la liberté d'expression des différents groupes socio-professionnels, des différentes familles politico-spirituelles. Bref, un créneau de temps largement compté permettra à toutes les organisations sociales, professionnelles, culturelles, religieuses, syndicales et de toute nature que l'on peut imaginer, politique et de toute nature que l'on peut imaginer, de s'exprimer dans des conditions qui seront bien sûr déterminées, mais qui ainsi nous permettra d'avoir, ou permettra à chacun en France d'avoir la possibilité de s'exprimer au travers de ce moyen moderne d'expression qu'est la télévision. Les sociétés nationales, bien entendu, les différentes sociétés nationales, autonomes, indépendantes, concurrentielles, disposeront naturellement de leurs ressources propres. Pour ce qui concerne la publicité, cela va de soi, dans des créneaux très sérieusement définis, naturellement, comme par le passé.
mais aussi pour ce qui concerne l'utilisation de la redevance, qui dorénavant sera perçue par les services de l'État, par une administration de l'État, ce qui est tout à fait naturel, et qui sera répartie en fonction de critères qui seront déterminés par une commission présidée par un haut fonctionnaire ou par un magistrat, par un haut magistrat. Naturellement, ceci nous a conduit à apprécier l'importance du déficit actuel de l'ORTF et les problèmes financiers très difficiles à résoudre qui se posent actuellement à cet organisme. Ceci nous a amené à demander au président de l'Office d'envisager, pour ramener ce déficit à des proportions normales, d'envisager un programme d'économie important et qui devra être mis en œuvre immédiatement. Dans le même esprit, le gouvernement a décidé de retenir, pour ce qui concerne l'augmentation de la redevance, le niveau qui a été voté par le Parlement, c'est-à-dire 140 francs pour ce qui concerne la redevance en noir et 210 francs pour ce qui concerne la couleur. Ce sont, je vous le rappelle, les chiffres qui ont été votés par le Parlement et prévus dans la loi de finances. Vous voyez qu'il s'agit là donc d'une réforme importante qui suppose l'intervention du législateur et, vu la nécessité de faire assez rapidement cette réforme, il a donc été décidé de prévoir une session extraordinaire avant la prochaine session normale du Parlement pour discuter cette affaire et pour voter le projet de loi qui sera proposé par le gouvernement. Dans les prochains jours, le secrétaire d'État, M. Rossi, avec moi, déterminera l'ensemble des textes d'application pour une réforme qui doit définitivement entrer en application avant le 1er janvier de l'année prochaine. Voilà, si vous le voulez, les grands thèmes de cette réforme, les options qui ont été prises par le gouvernement, dont je tiens à souligner qu'il a été, dans cette affaire, conditionné par deux réactions. La première, le maintien du service public, et donc, par voie de conséquence, le refus de la privatisation, et donc la volonté de donner à cet égard une chance nouvelle à l'ensemble de notre organisation de radiodiffusion et de télévision. Et d'autre part, par l'introduction de la responsabilité et de la concurrence, essayer de déterminer les meilleures conditions pour que la télévision, dans les années 80 ou 90, réponde véritablement aux désirs des Français, c'est-à-dire d'avoir une télévision libre, agréable, et qui ne puisse pas être contestée ni sur le plan culturel, ni sur aucun autre plan. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, laisser la parole au secrétaire d'État qui veut commenter sur le plan technique ces différentes dispositions, et ensuite nous répondrons, M. Rossi et moi, à l'ensemble des questions que vous pourriez vous poser. Je vais y répondre. N'est-ce pas, j'ai oublié de dire ceci, ce qui est une affaire importante. Les différents dirigeants qui se sont succédés aux responsabilités de l'ORTF ont tous été des hommes de grande qualité. Et on ne peut en aucun cas leur imputer, et je ne parle pas seulement des PDG, je parle de l'ensemble des dirigeants, une situation qui est en réalité le fruit d'une inadaptation complète des structures au service qui était demandé. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune espèce de critique ou de réserve faite à l'égard des politiques menées par ces dirigeants. Dans cet esprit, il va de soi que, contrairement à ce que certains observateurs avaient cru déceler, tout à fait à tort, le président de l'ORTF actuel est chargé de la mise en œuvre de cette réforme et par conséquent sera responsable pendant toute la période qui s'écoulera jusqu'à l'entrée en vigueur définitive de ces textes, c'est-à-dire pendant tous les prochains mois, de la mise en œuvre de cette réforme. Et la fonction elle-même va demeurer ? Je vous ai dit, Monsieur Levaille, tout à l'heure, qu'il n'y avait plus d'office central. Il y avait un certain nombre d'organisations autonomes et concurrentes, ce qui implique ipso facto qu'il n'y aura plus de président-directeur général. Ou plus exactement qu'il y en aura plusieurs, un par organisme. Bien, comme je vous ai dit l'autre jour à certains d'entre vous qu'effectivement, ce serait une réforme profonde, vous constatez qu'en effet, c'est plus qu'une réforme, c'est le changement.
Autrement dit, disparaît l'organisme fédérateur en la personne du PDG et du conseil d'administration, et vous avez donc 7 établissements publics. Je mets le mot établissement public entre guillemets car il peut y avoir des distinctions de statut de l'un à l'autre. Effectivement, les statuts seront des statuts de société nationale pour les 4 établissements de programmation, c'est-à-dire la radio, les 3 chaînes et les 3 chaînes avec la remarque que vous avez fait tout à l'heure, le Premier ministre sur son caractère particulier puisqu'elle sera à la fois nationale, régionale et qu'elle aura probablement un jour à accueillir la télédistribution. Puis ensuite, un office en ce qui concerne la diffusion, c'est-à-dire tout ce qui est l'émission, tout ce qui est la maintenance. Nous en sommes donc ici à 5. Un office en ce qui concerne également ce qu'on appelle actuellement la DAEC, car l'action vis-à-vis de l'extérieur et de même que l'action de coopération sera naturellement maintenue. C'est un point qu'il faudra la discuter avec le Quai d'Orsay en cette matière. Et enfin, la production qui sera donc une société nationale. Comme vous le remarquez, il n'y a donc privatisation ni de l'ensemble, ni d'aucune des parties de la nouvelle structure. Et à partir de là, l'État assurera donc uniquement, évidemment, les tutelles administratives et financières qui sont classiques lorsqu'il s'agit d'établissements publics, puisque nous sommes là dans l'établissement qui seront tous à capitaux d'État. Et au surplus, alors, il interviendra uniquement en ce qui concerne la désignation du responsable et bien évidemment aussi le cahier des charges pour définir les programmes. L'esprit doit être celui-ci, les chaînes se font concurrence. Concurrence non pas seulement entre elles, mais pour s'habituer à la concurrence de l'extérieur qui, par le fait du développement des techniques, font que dans 10 ans, par le fait des satellites, certains chercheurs même vous parlent maintenant de plateformes auto-stabilisées du type Pégase qui d'ici 4 ou 5 ans pourraient couvrir à 700 km de rayon, c'est-à-dire que pratiquement avec 3, on couvrirait pratiquement la presque totalité du territoire français. C'est donc pour se préparer également à cette concurrence extérieure également que le système est mis en place. En ce qui concerne alors enfin le problème de la production, c'est clair, c'est une société nationale. Chacune des sociétés de programmation pourra donc très librement faire appel ou à cette société nationale ou à tout autre organisme. Nous introduisons là aussi la notion de concurrence, mais en sens inverse, il est évident que la société nationale de production pourra elle aussi produire et vendre à destination de télévisions étrangères. C'est la contrepartie logique du système. Voilà, si vous voulez, en ce qui concerne la structure nouvelle, le schéma tel qu'il vous est présenté, en précisant bien que, évidemment, il n'était pas possible, au niveau d'une réunion comme celle de ce matin, de définir déjà la composition des conseils d'administration de chacun des 7 établissements. Ceci sera fait assez rapidement. Et de toute façon, nous avons d'ailleurs l'intention d'avancer les textes d'application de telle façon à ce qu'au moment où nous présenterons au Parlement la nouvelle réforme, nous puissions également présenter aux commissions compétentes une première mouture des décrets d'application. Je dis première mouture parce que, bien évidemment, il pourrait être éventuellement modifié en fonction des votes que le Parlement, lui, émettrait et des amendements qu'il pourrait faire au texte que nous lui proposerons. Voilà le schéma général et je pense que maintenant il est peut-être préférable que vous posiez des questions auxquelles nous sommes prêts à répondre. Devant qui seront responsables les PDG de chacune des établissements? Est-ce qu'ils seront nommés par le Conseil des ministres et révocables par lui, par exemple? Oui. La responsabilité des présidents et l'organisation interne des conseils d'administration est un des points qui n'a pas encore été arrêté.
nous donnons les grandes lignes de cette réforme qui maintenant va faire l'objet d'un certain nombre d'études qui nous permettra d'arrêter les modalités de cette application. Ce qui est certain, c'est que les rapports, si vous voulez, entre l'État et les nouvelles unités autonomes seront des rapports limités. C'est-à-dire limités en fait à la désignation des dirigeants et à la mise au point des cahiers des charges définissant les exigences culturelles en matière de programme. Mais c'est tout. Alors, sur le plan ensuite de l'organisation, de la mise en œuvre des responsabilités et de l'ensemble du fonctionnement des conseils d'administration, nous examinerons cela dans les prochains jours et les prochaines semaines pour mettre au point les modalités d'application. Voilà, nous sommes tous bien sûr très intéressés par cette réforme de l'ERTF, les téléspectateurs et ceux qui travaillent à l'ERTF. Nous aurions pu continuer à écouter les questions qui vont être posées au Premier ministre et au porte-parole du gouvernement, puisque vous le saviez ou vous l'avez compris, si vous avez pris ce journal En Marche, cette conférence de presse se déroulait en direct. Mais il faut voir tout de même le reste de l'actualité. Je vous propose de le faire tout en vous précisant que nous retrouverons notre correspondant sur place au Conseil des ministres à la fin de ce journal pour lui demander si d'autres précisions intéressantes ont été données. Rationnement du fioul domestique, la décision est imminente. Un décret préparé avec le concours de la délégation à l'énergie doit être signé par M. Fourcade, ministre de l'économie et des finances, et M. Dornano, ministre de l'industrie et de la recherche. Ce décret prévoit la mise en place immédiate d'un dispositif de rationnement pendant les 3 mois d'été. Un seul principe pour l'heure semble arrêté, il ne sera pas distribué de bons. Assurance chômage pour les salariés agricoles. 750 000 salariés agricoles environ sont désormais couverts par le régime de l'assurance chômage de l'UNEDIC. Une convention hier soir a été ratifiée à cet effet. Le taux de cotisation est fixé à 0,80% du salaire. Sont encore exclus les salariés occasionnels ou saisonniers. Cette nouvelle garantie entre pleinement en vigueur à compter du 1er juillet. Des hommes vont partir prochainement dans l'espace. On avait oublié que cet exploit, quelques bruits divers qui n'ont rien à voir avec ce que je vous dis, ce sont peut-être les mystères de l'espace, on avait oublié en tout cas que cet exploit est désormais à la portée des techniciens. Cette fois, c'est un équipage soviétique qui va s'élancer à bord d'un vaisseau Soyouz pour rejoindre le laboratoire Salyut qui a été lancé il y a une 8aine de jours et qui tourne autour de la Terre. Les Russes n'ont donné aucune précision sur la durée de cette mission, si ce n'est qu'elle ne serait pas très longue. Richard Nixon quitte Moscou cet après-midi. Sa visite aura duré 6 jours. Au cours de ce 3e sommet, Américains et Soviétiques ont multiplié leurs efforts pour parvenir à s'entendre sur la limitation des armements nucléaires. De ce point de vue, ces négociations sont un échec. Le plus grave, c'est qu'il s'agissait là de l'aspect principal de ces discussions. Certes, ce sommet prend fin avec la signature d'un certain nombre d'accords, mais ceux-ci étaient déjà largement réalisés à la veille de ces entretiens. Et quoi qu'il en soit, ils n'ont pas une grande portée. Le premier a trait à la limitation des systèmes de missiles défensifs à un seul site par pays. Un accord facile à réaliser, soviétiques et américains en effet se sont rendus compte de l'inefficacité de ces systèmes et surtout de leurs coûts exorbitants. Le deuxième concerne les explosions nucléaires souterraines. Après le 31 mars 1976, les deux grands se sont mis d'accord pour interdire les essais de plus de 150 kilotonnes. Quoi de plus facile, d'un côté comme de l'autre, de telles charges ne sont plus employées dans les expériences. Quant au protocole d'accord sur les armes offensives, il n'a pas été rendu public, mais beaucoup de chemin reste à faire. Le problème est le suivant. Aucun des deux grands ne veut signer en position d'infériorité. De nos jours, les armements arrivent à un tel degré de perfectionnement que ce qui est efficace une fois ne le sera plus forcément la seconde. Alors pour s'entendre là-dessus, il faut un degré de confiance auquel visiblement les deux parties ne sont pas parvenus. Dans le communiqué commun, il n'est pas fait mention de la question de l'immigration des Juifs soviétiques. On sait qu'il s'agit là du cheval de bataille de l'opposition américaine au président Nixon. Les démocrates se montrent à cause de cela assez hostiles à un rapprochement trop rapide avec les soviétiques. Alors on peut se demander, même si la récolte n'a pas été fameuse, si Richard Nixon parviendra à faire accepter au Congrès les différents accords signés à Moscou. Dans la négative, le président perdra beaucoup du prestige dont il était auréolé en Union soviétique. Dans l'affirmative, il lui restera quand même à se maintenir au pouvoir. La diplomatie ne fait rien oublier aux Américains.
Henry Kissinger, lui, a encore des voyages devant lui. Distraction, en Allemagne ce soir, il assiste à la rencontre de football Hollande-Brésil. Travail, demain, à Bruxelles, il visite les communautés européennes et l'OTAN, où il évoquera le voyage à Moscou. Vendredi matin, petit déjeuner avec M. Valéry Giscard d'Estaing, samedi, Rome, et pour la fin de la semaine, retour en Allemagne, football. La dépouille mortelle de Juan Perón, président de l'Argentine, ne sera pas inhumée aujourd'hui comme cela avait d'abord été prévu. Elle sera déposée dans la chapelle d'une résidence présidentielle au nord de Buenos Aires après une veillée funèbre de 24 heures au Palais des Congrès National. Dans quelques jours, le public sera admis à venir rendre hommage à la dépouille du leader argentin. Forte explosion, sans doute 300 kg de plastique ce matin à Paris vers 7h30 devant les locaux de l'ambassade de Cuba dans le 16e arrondissement. La porte d'entrée de l'ambassade a été soufflée ainsi que toutes les vitres des bâtiments dans un rayon de 50 mètres. Pas de blessés, des tracts ni d'inscription pour signer l'attentat. Des témoins croient avoir vu un individu accrochant un petit sac à la porte d'entrée du bâtiment puis s'éloigner rapidement. Vrai ou faux, le gouvernement chilien du général Pinochet a-t-il osé nommer un ancien colonel nazi à la tête des services de renseignement? La nouvelle paraissait très sérieuse hier. Le nom qui circulait en Europe était celui de Walter Rauff. Un nom de sinistre mémoire. Walter Rauff fut notamment responsable des chambres à gaz ambulantes sous Hitler jusqu'en 1942. Réfugié au Chili, Rauff, qui doit avoir 70 ans, élève des moutons dans le sud du pays. Et il continuera, affirme le gouvernement Pinochet. Son porte-parole a démenti catégoriquement la désignation de Rauff à la tête du renseignement chilien. On essaie, a ajouté le porte-parole, de nous faire passer pour des fascistes. Ce sont les policiers de Metz qui viennent de tirer la sonnette d'alarme. En quelques heures, ils ont découvert 4 victimes de la drogue, 2 morts et 2 dans un état grave. Les 3 premiers se sont intoxiqués en respirant les vapeurs d'un composé chimique. Le 4e portait sur lui une seringue hypodermique. Il a probablement succombé à l'injection d'une trop forte dose de stupéfiants. Il est à remarquer, hélas, que tous ces drogués avaient ou ont entre 18 et 25 ans et que certains sont des récidivistes. Une cure de désintoxication s'est soldée pour eux par un échec. C'est une coïncidence frappante. Les victimes de la drogue à Metz ont suivi de 24 heures l'annonce par le gouvernement turc de la reprise de la culture du pavot. Vous savez que l'opium est extrait du pavot. Déjà, de nombreux pays occidentaux ont protesté, les Américains étant les plus inquiets, car ce sont eux qui avaient négocié l'interdiction de cultiver le pavot en Turquie, car ce pays fournissait 80% de l'héroïne consommée par les drogués des États-Unis. Or, nous avons pu rencontrer à Paris 2 responsables, un Turc et un Américain, et c'est d'abord le chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie qui s'explique. Il a bien précisé que l'autorisation de cultiver le pavot était limitée à 1 an et qu'après, son gouvernement aviserait. Mais écoutons-le. Les raisons qui ont incité le gouvernement de réintroduire la culture du pavot en Turquie sont 2 principalement. C'est-à-dire l'aspect social en ce qui concerne les cultivateurs qui font un nombre de 80 000 familles, c'est-à-dire un demi-million de personnes qui tirent leur principale source de revenus de la culture du pavot. Deuxièmement, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire la consommation de l'opium, l'utilisation de l'opium dans l'industrie pharmaceutique de la Turquie et des pays que la Turquie exporte cette matière. C'est un aspect assez important parce que peut-être vous êtes au courant, l'année passée, après l'interdiction de la culture du pavot en Turquie, il y avait eu un déficit de 200 tonnes, un déficit mondial de 200 tonnes de l'opium dans l'industrie, dans la consommation de l'industrie pharmaceutique mondiale. Introduire la culture du pavot dans un pays, c'est quand même assez dangereux. Est-ce que quelque chose est prévu pour justement contrôler un petit peu cette culture du pavot? Et oui, disons pour éviter tout trafic. Le gouvernement est bien décidé, ils vont organiser un contrôle très efficace et les sanctions contre, qui iraient contre la décision du gouvernement seront très sévères et les cultivateurs illégaux qui vont essayer de procéder à la culture du pavot seront sanctionnés très très sévèrement.
Le gouvernement turc parle d'exercer un contrôle sévère, mais ne craignez-vous pas que cette reprise de la culture du pavot fasse augmenter le trafic de la drogue? Oui, il faut toujours craindre un tel résultat. Au moment où il y avait deux éléments qui ont donné un très bon résultat dans la lutte contre le trafic international de l'héroïne. L'un de ces éléments était la répression policière de la collaboration internationale policière. L'autre, c'était sans doute l'interdiction de la production du pavot. Maintenant, ainsi dire, on nous enlève, n'est-ce pas, l'un de ces deux éléments précieux dans cette lutte. Ça va certainement nous présenter de très grands problèmes. À la suite après l'arrêt de la culture du pavot en Turquie, est-ce que vous avez constaté une baisse sur le marché? Oui, de la matière première en provenance de la Turquie, oui, bien sûr. Après l'interdiction, au moment de la première récolte, n'est-ce pas, qui n'a pas eu lieu, les trafiquants ont eu beaucoup de mal, à partir de ce moment, à trouver cette matière première qui est la base morphine, n'est-ce pas? Oui. C'est certain que des trafiquants qui ont toujours eu besoin de la base morphine, qui ont pendant 2-3 ans fait de très grands efforts pour trouver d'autres sources, n'est-ce pas, d'autres marchandises, de l'Asie, d'autre part, vont maintenant penser tout de suite à rétablir les filières qui ravitaillaient dans le passé leur marché. L'athlète suédois Garderud, qui n'a pas besoin d'héroïne, a réussi hier soir à Stockholm une grande performance. Garderud a battu le record d'Europe du 3000 mètres steeple en 8 minutes 15 secondes 2 dixièmes. Le précédent record est amélioré de plus de 3 secondes, ce qui est un bond considérable. Tour de France, les coureurs se sont levés tôt ce matin. Ils ont quitté Dieppe à 8h30 sous la pluie en direction de la Belgique. C'est le Hollandais Carstens qui porte le maillot jaune, avec 2 petites secondes seulement d'avance sur Merckx. Coupe du monde de football, c'est une journée décisive pour les 4 pays candidats à la finale. Les téléspectateurs de la première chaîne vont pouvoir suivre 2 matchs en direct aujourd'hui. Pologne, Allemagne de l'Ouest à partir de 15h50, c'est-à-dire un peu avant 4h de l'après-midi, Pologne et Allemagne de l'Ouest. Et puis le match vedette de la journée, Hollande-Brésil, à partir de 19h20, Hollande-Brésil. Faites un peu mieux connaissance en attendant avec cette équipe de Pologne, qui est considérée comme l'outsider de la Coupe du Monde. Ovation et accolades chaleureuses, c'était l'autre soir à Francfort, la Pologne venait de battre la Yougoslavie. C'était le 5e match des footballeurs polonais, c'était aussi leur 5e victoire. C'est au calme, dans la petite et verdoyante localité de Mourart, à 200 km de l'Alsace, que la Pologne s'habitue à son nouveau rôle, celui d'outsider. Champions olympiques à Munich, car ils sont considérés comme amateurs, les Polonais ont dû éliminer l'Angleterre pour participer à ce championnat du monde. Ceux qui pensaient que cet exploit allait être sans lendemain ont dû déchanter. La Pologne est avec la Hollande la grande révélation de la Coupe du Monde. Dans quelques heures, le match contre l'Allemagne, vous allez dire à vos joueurs qu'ils sont capables de battre les Allemands? Nous disons toujours que la balle est ronde. Est possible que nous gagnerons contre l'Allemagne aussi. On dit que les Polonais se fatiguent au fil des matchs, qu'ils sont un peu fatigués. C'est votre avis? Je pense que les Allemands sont aussi fatigués comme les Polonais. Les Polonais ne seront peut-être pas champions du monde, mais quoi qu'il arrive, l'immense gardien de but Tomaszewski, le défenseur central Gorgon ou le capitaine Dejna, les attaquants de pointe Lato, Charmach et Gadora sont entrés dans l'histoire de cette 10e Coupe du Monde. Dans cette compétition, la Pologne détient plusieurs records. Avec ses 24 ans de moyenne d'âge, elle est la plus jeune équipe de la compétition. Mais elle est aussi et surtout la plus efficace. Ces 2 attaquants, Lato et Charmach, occupent les 2 premières places au classement du meilleur buteur. Il faudra attendre l'heure du coup d'envoi pour savoir si Dejna et Charmach seront rétablis pour affronter l'Allemagne de l'Ouest. En tout cas, 11 footballeurs venus de Pologne inquiètent 50 millions d'Allemands. Si vous étiez devant votre poste au début de ce journal, vous avez entendu en direct M. Chirac, le chef du gouvernement, annoncer la grande réforme de l'ORTF. Je me permets de vous la résumer d'une phrase, pas de chaîne privée, mais une grande décentralisation de l'office, avec la création d'établissements autonomes, responsables et concurrentiels.
François Bonnemain a suivi la conférence de presse de M. Chirac et de M. Rossi, le porte-parole du gouvernement, jusqu'au bout. C'est à lui maintenant que je donne l'antenne. Oui, eh bien c'est une conférence d'ailleurs qui se poursuit encore actuellement, puisque le Premier ministre, comme le secrétaire d'État porte-parole du gouvernement, continue à répondre aux questions des journalistes. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin que vous dans le détail du fameux projet de loi qui marquera la nouvelle radio et télévision française. C'est un projet de loi qui sera présenté donc lors d'une session extraordinaire avant la prochaine session. Le Premier ministre a déclaré qu'il ne savait pas encore quand, ça ne serait fixé en Conseil des ministres. Un projet de loi qui fixerait donc que l'ORTF est supprimé, qu'il y aurait la création de 7 sociétés nationales, une pour la radio, une pour chaque chaîne de télévision, c'est-à-dire 3, une pour la DAEC, la Direction des Affaires Extérieures, une pour la production et une pour la diffusion. La 3e chaîne, notamment, gardera sa vocation régionale, mais elle sera aussi celle de la promotion du cinéma français et la chaîne de la libre expression, c'est-à-dire l'accueil des organisations syndicales, politiques, religieuses, etc. La publicité restera pour l'instant, semble-t-il, dans les créneaux définis actuellement, sur la première et sur la 2e, mais pour le Premier ministre, pas de publicité sur la 3e chaîne ni à la radio. On a fixé également le montant de la redevance pour l'année prochaine, 140 francs pour le noir, 210 francs pour la couleur. Enfin, dans l'immédiat, M. Marsolon, le PDG de l'ORTF, reste en place car il doit faire 2 choses. D'abord, effectuer un programme très strict d'économie et ensuite participer à la mise en place de cette prochaine réforme. Voilà Jean-Pierre Berthet, je vous rends l'antenne. La bourse a mauvaise mine aujourd'hui, les boursiers ont vraiment perdu l'appétit. Il faut dire que chaque jour on leur sert le même menu. Un menu avec des interrogations sur la taxe conjoncturelle, avec des pressentiments sur une nouvelle hausse des produits énergétiques et probablement du rationnement sur le fioul, avec aussi les suites de la faillite de la banque Erste, de la banque allemande. Chaque jour on s'aperçoit que d'autres banques étrangères ont perdu de l'argent dans cette affaire et que le mal n'est pas encore mesurable pour l'instant. Les spéculateurs sur l'or étaient les seuls ce matin à avoir un petit peu le sourire. Ils espéraient que la décision de la Chambre des représentants américaine d'autoriser à partir du 1er janvier prochain les Américains à détenir de l'or serait saluée par le marché et qu'on aurait une remontée. C'était d'ailleurs ce qui s'était produit à l'ouverture sur le marché de Londres. Eh bien, à Londres, on a monté un petit peu ce matin, mais on a redescendu par la suite, si bien qu'à Paris, on est en baisse sur les cours de la veille. Vous avez aperçu les cours du kilo qui sont en baisse, ceux des pièces sont en baisse également, à l'exception des pièces américaines, notamment de la pièce de 20 $, en raison précisément de l'autorisation donnée désormais aux Américains. Le Pinay Giscard, vous voyez l'emprunt 450-73 à 393 perd du terrain, il cotait en fin de séance 406,50 hier. Donc la baisse est générale à la Bourse de Paris, que ce soit sur les valeurs ou sur le marché de l'or que vous venez de voir. La baisse avait été assez forte à Wall Street hier. En effet, on a cassé le seuil psychologique de l'indice 800 pour Wall Street et la bourse américaine est à son plus bas de l'année. Et les fonds mutuels, vous savez, ces fonds mutuels qui sont un petit peu l'équivalent de nos SICAV, en tout cas les fonds mutuels américains, sont à leur plus bas depuis 4 ans. Les Américains n'ont pas le moral en ce moment sur le plan financier parce que les banquiers américains commencent à se regarder avec de plus en plus de suspicion. En effet, je le répète, les conséquences de la banque Erste sont en train de se découvrir au fur et à mesure. Chaque jour, de nouvelles banques annoncent des pertes. De plus, le dirigeant de la banque de San Diego, qui avait eu de mauvaises affaires ces derniers temps, a été inculpé pour faux usage de faux et pour détournement de fonds, ce qui fait vraiment très mauvais effet pour un banquier. Et partout dans le monde, on commence à se poser beaucoup de questions. Hier soir, la banque anglaise Hill Samuel, qui est la première banque commerciale anglaise, donc une grande dame, annonçait qu'elle avait effectué des opérations avec la banque Erste à Francfort et à New York et que ces pertes étaient importantes. On ne connaît pas encore le montant de ces pertes, on sait simplement qu'elles sont au moins de 2 millions de $. Vous voyez que les valeurs étrangères ne sont pas mieux traitées que les valeurs françaises. Elles baissent en général, à quelques exceptions près, président Brandt à Casedo. Donc un peu partout, des points d'interrogation très importants sur l'état de la finance internationale et l'état des grandes banques internationales. Ces interrogations n'empêchent pas les Américains de réaffirmer leur puissance. En effet, 3 sociétés américaines privées, Union Carbide, Bechtel
et Westinghouse viennent de s'associer pour créer une installation d'enrichissement de l'uranium. Et ces trois sociétés privées américaines envisagent un investissement de 14 milliards de francs environ, c'est-à-dire équivalent à ce que les États européens associés essayent de faire dans Eurodif. Autrement dit, trois sociétés privées américaines font ce que peuvent faire 5 ou 6, une demi-douzaine d'États européens associés. Voilà une séance assez mauvaise, je le répète. Ici la Bourse de Paris. À vous, Jean-Claude Berthet. Avant de refermer ce journal, je dois vous avertir que nos prochaines éditions ne seront pas à l'heure habituelle, et cela en raison de la retransmission en direct du match de football Hollande-Brésil. Alors vous pourrez suivre en fait 2 éditions de 24 heures sur la une dans la soirée, à 19 h d'abord pendant 20 minutes et à 20 h 15 pendant la mi-temps du match. Prochain rendez-vous avec 24 heures sur la une pour l'information donc à 19 h. Je vous souhaite de passer en attendant une excellente après-midi.